2000-2010, avec une augmentation de 2,2%, alors qu'elle n'était que de 1,3% pour les 3 dernières décennies. Et parmi ces gaz à effet de serre, 76% des émissions totales de gaz à effet de serre sont dues au CO2. Sur donc, 38 gigatonnes, qui représentent 38 gigatonnes, sur les 49 gigatonnes émises en 2010. On est tous d'accord sur le fait que ce sont bien les activités humaines, en particulier de l'utilisation des énergies fossiles, mais également, il ne faut pas oublier, le déboisement et les transports, qui ont conduit donc à une hausse exceptionnelle de la concentration des gaz à effet de serre, en particulier du CO2, qui atteint une valeur record en 2013, mais aussi le cas en 2014, de 400 ppm. Je ne vais pas détailler cette diapositive. Vous le savez également que ce constat a été confirmé par le GIEC au cours de son 5e rapport, en précisant notamment que les scénarios de référence, c'est-à-dire ceux qui seraient si on ne fait rien, si on reste comme on est, dépassent les 450 ppm d'ici 2030 et ils pourront atteindre des niveaux et des concentrations de l'ordre de 700, mais même au-delà, d'ici 2100. Et donc, encore une fois, ces perturbations, ce réchauffement est bien dû à l'activité humaine, au moins à 90% de certitude, ce que dit le dernier rapport. Avec un réchauffement moyen constaté à la surface de la Terre qui s'élève de 0,85 degrés. Et si le rythme d'accroissement actuel des concentrations en gaz à effet de serre provoque un réchauffement moyen de 0,2 degrés par décennie durant les 30 prochaines années. Et on est aussi s'accorde sur cette température critique qui peut atteindre jusqu'à 5 degrés Celsius suivant les scénarios qui ont été établis par le GIEC. Alors les impacts et les conséquences, on en a vu des exemples hier, on en a reparlé ce matin, de ces émissions va concerner, et c'est ce que je vous présenterai en premier lieu, des perturbations au niveau des échanges naturels qui vont avoir un impact sur le changement de la composition de l'atmosphère, qui en retour va avoir un impact sur l'intensification sur l'effet de serre, sur les changements climatiques, et on est comme ça dans un cercle vicieux et qu'on peut rester longtemps si on n'y fait rien. Première des choses que je voulais juste vous parler un petit peu, c'est du cycle du carbone. Je reviens un petit peu à l'origine de la Terre. Le cycle du carbone débute par l'arrivée du CO2 à la surface de la Terre, qui est dû au dégazage du manteau terrestre lors des éruptions volcaniques. Donc qui rejettent dans l'atmosphère du CO2, mais pas que. Et c'est bien ces volcans qui ont joué un grand rôle en mettant fin à la période de glaciation qu'on appelait boule de neige. Et c'est grâce à des cataclysmes volcanique, notre planète a pu sortir de son état de sphère gelée. Et c'est au cours de ces âges que la plupart de ces CO2 originels a été peu à peu piégé dans ce qu'on appelle des réservoirs. Et c'est ce réservoir, c'est l'ensemble de ces réservoirs qui sont la biosphère, la lithosphère, l'atmosphère bien sûr, et aussi les océans, que l'on parle du cycle du carbone, que l'on veut étudier en ce qui concerne les flux entre ces différentes boîtes. Mais effectivement, ce cycle est modifié par les activités humaines, puisqu'on émet plus de CO2 que ce que les pompes dans la Terre, telles que les océans et la végétation, puissent pomper le puits de CO2. La raison est simple, c'est qu'on émet 6,8 gigatonnes de carbone. Alors ici c'est en carbone et ici vous l'avez en termes de CO2, alors que l'on pompe seulement de 3,2 gigatonnes et 2 gigatonnes par les puits et que l'on émet 6,8 et 1,6 par émission de déforestation et des émissions industrielles. Cet effet pompe à carbone, on en a parlé hier au niveau des océans, contribue fortement à réduire la quantité de CO2 de l'atmosphère, environ un quart des émissions totales. Mais le problème, c'est que cette capacité semble se dégrader à raison des effets combinés du réchauffement et de l'acidification. C'est ce qu'on a vu hier aussi.
Et donc, ça empêche la production et la fixation de carbone marin, par exemple, et perturbe et dégrade certains écosystèmes. Alors, un exemple d'impact qui provient des études qui sont faites dans mon équipe, c'est qu'au cours des 50 dernières années, la température moyenne des zones arctiques a augmenté de 2 degrés Celsius, et un endroit qui est impacté par ce phénomène, c'est le permafrost. Le permafrost, c'est un sous-sol gelé depuis des milliers d'années, et qui libère en fondant de la matière végétale, donc du carbone, des minéraux, mais aussi du métal. Donc, ce qui va s'en suivre, c'est toute une chimie des sols en milieu arctique qui va être modifiée, une modification de la composition chimique des grands fleuves, et par là même, l'empreinte du réchauffement des sols arctiques atteindra l'océan Arctique, et donc affectera l'ensemble des océans de la Terre. Et on estime, et ça c'est un de mes collègues qui a estimé avec ses collègues aussi, que le permafrost contient environ 950 gigatonnes de carbone, c'est-à-dire une teneur qui est supérieure au contenu actuel du CO2 dans l'océan. Donc, à ne pas oublier. Et donc, je ne vais pas revenir sur effectivement les impacts des phénomènes qui peuvent s'en suivre de ces changements climatiques et de cette augmentation des effets de serre. Et on l'a vu ce matin sur les tempêtes, mais qui peuvent engendrer également d'importantes migrations. Alors, quels sont les objectifs et les solutions qui nous sont proposés? Là aussi, vous avez ce diagramme de l'IPCC qui montre que si on ne fait rien, c'est-à-dire que si on continue à utiliser des énergies fossiles, on va continuer à augmenter cette concentration en CO2 atmosphérique, mais que si on considère des alternatives, ce mix énergétique, le nucléaire, les énergies renouvelables, mais également la capture et la séquestration du CO2, on pourrait peut-être arriver à stabiliser cette concentration de CO2 dans l'atmosphère, voire, si on est très optimiste, à diminuer. Et toujours selon le GIEC, la capture et la séquestration du CO2 permettrait une réduction de CO2 d'environ 33% d'ici 2050, sous réserve que les technologies nécessaires soient développées et validées. Puis comme les aides. Ça, c'est une autre question. Et donc, je vais passer sur une revue sur la capture, la séquestration géologique du CO2, sans trop rentrer dans le détail. En quoi ça consiste? Ça consiste, d'une part, dans un premier temps, à capter le CO2 à la source, à sa source d'émission, c'est-à-dire au niveau principalement des centrales qui émettent le CO2. Il faut ensuite le séparer, je reviendrai là-dessus, il y a plusieurs options, puis le transporter, soit par pipeline, soit par bateau, jusqu'à un point d'injection. On a décidé que les réservoirs géologiques pouvaient contenir ce CO2. Et ces réservoirs géologiques sont au nombre de 3-4, et j'y reviendrai aussi un peu plus en détail. D'abord, les aquifères salins profonds qui peuvent contenir entre 400 et 10 000 gigatonnes de CO2 de carbone. Vous avez également les gisements de pétrole et de gaz en pleine exploitation, les laines de charbon, et j'ai rajouté les roches basiques ultrabasiques parce que personne n'en parle, mais moi j'y travaille dessus, donc je vous en dirai un petit mot à la fin. Première étape de la filière CCS, c'est donc le captage. Là aussi, je ne vais pas rentrer dans le détail de la chimie qu'il y a derrière les différentes options pour capter ce CO2 et le séparer, mais selon le type d'installation, et dans la majorité des cas, la plupart des cas, le captage consiste donc à récupérer le CO2 émis par les industries des fumées avant, pendant ou après la combustion des matières premières, le pétrole, le gaz, le charbon. Et donc, en fonction de avant, pendant et après, il y a 3 principales voies technologiques qui sont la post-combustion, la pré-combustion et l'oxycombustion. Et plutôt que de rentrer dans le détail de ces
technique, en sachant que chaque fois il faut faire une séparation de gaz. Je vais plutôt montrer des exemples qui existent au travers du monde, dans le monde. Mais en disant une chose ici, c'est que parmi la filière complète du CCS, c'est celle qui coûte le plus cher à l'heure actuelle. 2/3 du coût global. On reviendra sur les chiffres à la fin. Et pourtant, elle est nécessaire pour au moins 2 raisons. Les fumées de combustion contiennent en moyenne entre 3 et 15% de CO2. Et donc, le séparer permet de réduire les quantités qui vont être comprimées avant de pouvoir le transporter. Et donc, diminuer les coûts. Et ensuite, les sites géologiques adaptés au stockage du CO2, eh bien, on ne veut pas tout mettre, n'importe quoi. Il y a des gaz qui proviennent des fumées que l'on ne veut pas injecter dans les réservoirs géologiques, bien évidemment. Et ça, c'est pour optimiser les capacités de stockage. Alors, quels sont les réels exemples, par exemple, du captage par post-combustion ou par pré-combustion? Il faut savoir que la séparation de CO2 est déjà réalisée classiquement dans certaines activités, notamment dans la production, par exemple, d'urée. Là, vous avez une centrale en Malaisie avec une production de 200 tonnes de CO2 par jour. Par pré-combustion, vous avez l'exemple ici, qui est dans le Dakota du Nord, qui est dû à la gasification du charbon, qui produit 3,3 millions de tonnes de CO2 par an. Et donc ici, il y a 4 tours qui permettent de capturer le CO2 et l'H2S, et on y reviendra, et vous le verrez. Une partie de ce CO2 est transportée par pipeline, des centaines de kilomètres, jusqu'à un point de stockage qui est Weyburn, dans le Canada, pour faire de la récupération assistée de pétrole.